Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Redouane Saoui, président de la section technique numéro 7 de la SFEN. Cette section technique s'intéresse aux améliorations, optimisations qu'on peut apporter aux réacteurs nucléaires, que ce soit sur l'exploitation de ces réacteurs, mais aussi en conception et même en évolution. Donc, on est vraiment, au nom de la section technique, ravis de vous retrouver à l'organisation de ce webinaire. Donc, c'est un format court qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer au sein de la section, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de pérenniser au maximum. Vous n'étiez pas moins de 250 inscrits. Là, je vois qu'il y a 100 personnes déjà connectées. Donc, je pense qu'on peut considérer que ça marche bien et que c'est un succès sans doute à pérenniser pour le futur. Donc, aujourd'hui, le programme de la journée ou de ces webinaires, c'est le Walongguan chinois. Donc, c'est le modèle de troisième génération Made in China. Dont déjà 9 unités sont en cours de construction, avec une première mise en œuvre, une première mise en service commercial déjà 30 janvier dernier sur le site de Fuqing. Et pour nous en parler, on a Jean-Luc Jacou, expert en système et modèle de réacteurs chez Framatome, qui va se prêter à l'exercice. Il va essayer de recenser les caractéristiques, les forces et les faiblesses potentielles de ce type de réacteur. Donc Jean-Luc, ça fait déjà une trentaine d'années, ou presque une trentaine d'années que tu travailles pour Framatome. Donc d'abord à l'ingénierie du combustible, puis au développement de codes de calcul, comme tu me l'as dit. Depuis quelques années, tu t'occupes plus spécifiquement de la veille sur les modèles concurrents. Donc, au sein de la DTI de Framatome, donc la direction technique et ingénierie. Tu pourras compléter sur ton CV, évidemment. Ce que je voulais juste dire, c'est que clairement, tu es bien placé pour parler de ce modèle. Cette analyse-là, tu l'as menée aussi en lien avec la direction technique d'EDF, François Sternon-Morin, que tu pourras peut-être citer aussi. C'est ça. Voilà, tu pourras lui rendre hommage. Et évidemment, donc, juste pour donner quelques éléments de contexte sur le webinaire, donc, on va laisser Jean-Luc dérouler sa présentation. Il y aura ensuite une session de questions-réponses. Vous avez, comme toujours dans ces webinaires de la semaine, la possibilité de poser vos questions à n'importe quel moment dans l'onglet Q&R qui s'affiche en haut à droite, là. Donc, sachez que vous avez aussi la possibilité de lever le pouce ou abonder sur des questions déjà posées par d'autres participants pour les faire remonter en haut de la pile. Voilà, évidemment, sachez que ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sous peu via la chaîne YouTube de la SFEN ou sur le site de la SFEN. Et évidemment, un mail va vous préciser tout ceci dans les quelques jours qui viennent. Jean-Luc, je te laisse la scène. Très bien. Pour 30-40 minutes et on revient après. D'accord, mais je te remercie, Redouane. Donc, effectivement, c'est une présentation que j'ai préparée, enfin, c'est un papier dans la RGN qu'on a préparé avec mes collègues d'EDF. Ce que je vais vous dire aujourd'hui là sur ce réacteur chinois, c'est ce que moi j'en ai compris et c'est à travers la documentation qui est disponible. Je vous garantis pas que c'est l'exacte vérité, mais c'est ma compréhension de ce modèle. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'ai prévu, bon, ça c'est pas la peine, voilà, un peu d'histoire, c'est-à-dire de revenir un peu sur, reposer le contexte de qu'est-ce que le Hualong et d'où il vient. Donc au départ, on a au départ 2 acteurs, puis un troisième acteur dans le nucléaire chinois. D'abord la CNNC, qui est l'acteur historique du nucléaire chinois, qui existe depuis 1957, je crois, quelque chose comme ça. Donc, un acteur assez ancien. La CGN, qui a été créée en 1994, on verra après, mais justement pour le développement du parc nucléaire chinois, et la SNPTC, qui a été créée récemment pour être le dépositaire de la technologie AP1000 en Chine. J'ai laissé ici sur ce slide, je ne sais pas si on peut voir commentaire de SNPTC qui exprime bien, je trouve, la façon de voir, de procéder des Chinois. C'est d'abord, on introduit une technologie, on la digère, puis on l'absorbe, on l'améliore un peu pour en faire quelque chose de 100% chinois. Voilà. Et là, tout est dit. C'est vraiment comme ça que les Chinois fonctionnent, que ce soit avec nos modèles ou avec ceux de nos concurrents également. Donc, à l'origine, là, je vais me concentrer uniquement là, sur les modèles Wallon. Donc, à l'origine, on avait les 900 français qui ont servi justement à faire le premier transfert de technologie en Chine. Enfin, même avant le transfert de technologie, à proposer un modèle à construire en Chine. C'était les réacteurs de Daya Bay.
dont la construction a débuté en 85 et s'est terminée en 94. Donc, ce modèle, c'est le M310, qui est une version un peu améliorée, un peu gonflée, on va dire, du 900, hein, porté à 1000 MW. Et à la suite donc, de la construction de Daya Bay, il y a eu 2 transferts technologiques qui se sont faits de la France vers la Chine. D'abord, ce qu'on appelle le TT92 vers CNNC. Alors voilà, je ne l'ai pas dit, mais à côté, ce qu'on voit là, c'est que côté CNNC, ou même à peu près dans les mêmes temps que Daya Bay, a commencé à construire la centrale de Qinshan, qui était un CNP 300, qui est un modèle un réacteur, donc lui purement chinois, dérivé des modèles de propulsion nucléaire chinois. Donc, ce TT 92 transfert de technologie vers CNNC, il va servir à CNNC à améliorer son CNP 300 pour en faire un CNP 600 qui commence déjà à être teinté de technologie française. Et dans un deuxième temps, on va faire en 95 un transfert de technologie vers CGN, qui, eux, vont être le dépositaire finalement de la technologie pour déployer les successeurs donc, des modèles de Daya Bay. Il y a eu d'ailleurs, après Daya Bay, il y a eu la réplication exacte à Lingao, et après ce qu'on appelle Lingao phase 2, qui sont les premiers réacteurs de type CPR1000, qui sont donc des versions améliorées via un processus d'amélioration continue hein, du M310. Donc c'est ce CPR1000, c'est ce modèle chinois, oui, à partir du modèle français, donc qu'on va commencer à déployer en Chine. Et vous voyez la situation ici avant le 11 mars, avant le mois de mars 2011. On a beaucoup de réacteurs, on a déjà pas mal de réacteurs qui sont en fonctionnement, 13 réacteurs qui sont en fonctionnement, un nombre énorme, je crois jusqu'à 32 réacteurs qui sont en cours de construction, et déjà pas mal aussi, une vingtaine de réacteurs dont l'autorisation de construction a déjà été donnée également. Donc, vous voyez, le nucléaire chinois est en pleine expansion, et parmi ces réacteurs en construction, on a essentiellement des CPR1000, mais aussi les premiers réacteurs de 3e génération, dont les AP1000, bien sûr, et aussi les 2 EPR de Taishan. Et puis, malheureusement, arrive l'accident de Fukushima, et cet accident va mettre fin, finalement, à tout ce qui est la 2e génération. Donc, en Chine, donc, ça va mettre fin à toutes les constructions qui avaient été autorisées pour des CPR1000, donc des modèles de 2e génération, vont être annulées. On va juste continuer, quand même, en Chine, on va continuer toutes les constructions qui avaient été commencées jusqu'à leur fin. Et également, on voit ce qui est annulé ici aussi, c'est tous les AP1000 qui étaient prévus dans les terres sont annulés. Donc, on se retrouve dans une situation, après l'accident de Fukushima, qui devient finalement propice à l'émergence d'un modèle chinois. En plus de cet accident de Fukushima, on a eu précédemment le succès des Coréens aux Émirats arabes unis, qui a un peu provoqué, titillé les Chinois dans leur orgueil. Donc là aussi, ça leur a donné envie de développer leur propre modèle pour aller à l'export. Et par la suite, on aura tous les problèmes que va rencontrer ensuite l'AP1000 dans la construction des AP1000 en Chine, qui vont aussi apporter de l'eau au moulin pour continuer à accélérer le développement de la 3e génération en Chine, hein, avec l'objectif de développer un réacteur chinois de 3e génération, de propriété intellectuelle chinoise, pour pouvoir le construire en interne, bien sûr, mais également à l'export. Alors, si on regarde ces programmes de 3e génération qui existent déjà dans les cartons des 2 constructeurs chinois qui sont CNNC et CGN. Côté CNNC, on a un programme qui s'appelle la CP1000. C'est un réacteur de 1000 MW qui est basé donc sur le CPR1000 chinois. C'est un réacteur donc de 3 boucles, avec une puissance qui est encore augmentée autour de 1100 MW électriques. On a des composants primaires qui sont proches
du CPR1000, mais qui sont sinisés. La principale différence, c'est qu'on va avoir un gros cœur. On a 20 assemblages de plus par rapport au CPR1000. On porte le cœur à 177 assemblages, ce qui permet de monter la puissance tout en dégageant des marges. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on commence à implémenter des systèmes passifs, des systèmes d'évacuation de la puissance résiduelle, et également l'ajout d'une double enceinte, donc de systèmes de protection contre les agressions externes, et de systèmes de protection, de systèmes dédiés pour la gestion des accidents graves. Ça, c'est le modèle CNNC, pardon. Et côté CGN, ben c'est pareil, ils ont dans leur carton en développement un modèle de 3e génération, également basé donc, sur le CPR1000, donc c'est également un 3 boucles. Et là, côté CGN, on a choisi des options un peu différentes. On reste à un corps à 157 assemblages, mais on porte la hauteur active du corps à 14 pieds, pour la même raison, hein, pour dégager des marges tout en augmentant la puissance. On a des composants qui vont être largement surdimensionnés, augmentés en dimension par rapport à ce qu'on avait sur le CPR1000, de façon là aussi à dégager des marges. Et on va faire évoluer les systèmes de sauvegarde vers des systèmes de 2e génération avec 2 trains avec des barrières vers des systèmes à 3 trains de sauvegarde indépendants. Donc ça, c'est les 2 modèles qui existent en Chine, juste après Fukushima, qui était déjà dans les cartons des constructeurs. Mais jusqu'à présent, on va dire que bon, CNNC avait du mal à faire percer son modèle. Et côté CGN, on était dans la duplication des CPR1000 et ça marchait tellement bien qu'ils n'étaient pas pressés de développer leur modèle de 3e génération non plus. Donc, on se retrouve dans cette situation avec 2 modèles de 3e génération qui partent d'une base commune, donc qui forcément doivent présenter des points communs. Et très rapidement, l'administration chinoise va faire le forcing pour essayer de demander la convergence de ces 2 modèles vers un modèle unique qui est le Hualongguan. Donc ça, c'est vraiment la naissance du Hualongguan, c'est la convergence entre les modèles ACPR1000 et ACP1000 de CNNC. Alors, vous voyez d'ailleurs sur ce graphique que l'ACP1000 de CNNC, j'aurais dû mettre une flèche entre le CPR1000 et ici, c'est le CNP1000, je ne sais pas si on voit bien. Ça, c'est un modèle que ça fait des années que CNNC essayait de développer son modèle de 1000 MW, mais finalement, on n'arrivait pas puisque les CPR1000 se dupliquaient un peu comme des petits pains et c'était un modèle qui marchait très bien en Chine. Il maîtrisait la construction, des temps de construction très courts et il se déployait de façon facile et rapide. Donc ça, c'est ce qui est demandé. Finalement, ce qu'on va obtenir, c'est que les 2 constructeurs chinois, que ce soit CNNC et CGN, ont tous les 2 commencé finalement à développer des composants, des spécificités de leur modèle, et ils restent attachés. Ils ont du mal à s'en... Oh là là, excusez-moi, j'ai un problème de batterie. Hop. Il faut être 30 secondes, c'était pas prévu. Pas de problème, Jean-Luc. Bon, on est 145 connectés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Ah bah oui, donc ça me met la pression. Non, mais c'est positif. Il faut que je surveille le temps. Oui. Donc on en était là, deux constructeurs chinois qui ont déjà commencé quand même à travailler sur le développement de composants liés à leur modèle et qui ont du mal à abandonner leur conception. Et on va se retrouver finalement non pas avec un modèle Hualong, mais avec 2 modèles qui ont des points communs, dont leur nom, hein, le Hualong, ou bien HPR1000. HPR1000, c'est le Hualong Pressurized Reactor, et aussi des différences que je vais essayer de vous détailler maintenant. Donc, regardons déjà les points communs. Les points communs, je vous ai dit, il y a le nom, Hualong. C'est des réacteurs de 3 boucles. Et les 2 réacteurs vont adopter la solution de CNNC, à savoir un gros corps de 177 assemblages de combustible
avec une hauteur active de 12 pi. Donc ça, c'est la base. Les deux modèles vont adopter aussi une philosophie de sûreté avec un mix de systèmes actifs et de systèmes passifs. La double enceinte, ils l'avaient déjà, donc les deux modèles ont une double enceinte, et des systèmes de gestion des accidents graves. Maintenant, si on regarde un peu plus dans le détail, quand on regarde finalement ce que je viens de vous dire avant, on a l'impression que on va au moins avoir une convergence sur le circuit primaire dans son ensemble. On a le même corps, on demande la même puissance de sortie, mais si on regarde dans le détail, on voit déjà, ici, si on regarde les pompes primaires, sur les pompes primaires, on a déjà deux pompes primaires. Côté CNNC, on a une pompe qui est développée par une JV entre Harbin Electric et Andritz, qui a un débit nominal de 23 600 m3 environ. Et côté CGN, une pompe qui est développée par la JV entre Framatome et Dongfang, avec un débit nominal un peu supérieur, déjà supérieur même, de 25 500 m3. On a des hauteurs nanométriques qui sont différentes, donc on a déjà des pompes qui sont différentes. Même chose, si on regarde maintenant les générateurs de vapeur, là encore, on a deux modèles. Un modèle côté CNNC, qui est le modèle ZH65, qui a une surface d'échange d'environ 6500 m², ce qui fait à peu près 6000 tubes, et un poids à vide de 370 tonnes. Et de l'autre côté, côté CGN, on a un GV qui est significativement plus gros. On voit avec, donc qui s'appelle le HLT67, avec pas loin de 8000 tubes, ce qui fait une surface d'échange de l'ordre de 9000 m², et un poids à vide de 471 tonnes, soit 100 tonnes de plus que le GV de CNNC. On regarde sur les hauteurs aussi, on voit sur les dimensions, on a 21 mètres pour le GV de CNNC, 22,50 m sur le GV de CGN. Donc des composants assez différents déjà. Sur le pressuriseur, c'est la même chose. Côté CNNC, un pressuriseur avec un volume disponible de 51 m3, et côté CGN, un pressuriseur plus gros avec un volume de 67 m3. De même, des puissances de chaufferette qui sont aussi en phase avec les volumes du pressuriseur, donc plus faibles côté CNNC et plus importantes côté CGN. Et même jusqu'à la cuve, finalement, on va voir qu'on a des conceptions qui sont différentes. Là, je vous ai représenté à la même échelle, à gauche la cuve de CNNC et à droite la cuve CGN. Ce qui change surtout, c'est la conception des internes à l'intérieur de la cuve, notamment la partie basse des internes inférieurs, ce qui sert le dispositif de distribution du débit sur la plaque inférieure de corps. Côté CNNC, ici on a un dispositif relativement plus classique, qui ressemble à ce qu'on avait sur les générations 2, sauf qu'on n'a plus les pénétrations qui viennent par le fond de la cuve. Donc, vous voyez ici la photo, ça c'est l'insertion des internes à Karachi, au Pakistan. Et CNNC et CGN, lui, qui a fait évoluer sa conception vers quelque chose qui ressemble à ce qui est déjà en place sur les VVER de Rosatom, où on a une sorte de bol, finalement, qui est percé d'une multitude de trous, donc une sorte de premier diffuseur ici, et ce qui permet de réduire l'espace nécessaire au fond de la cuve, et donc de pouvoir baisser le corps dans la cuve. On a un corps qui va se retrouver plus bas dans la cuve, et aussi donc de diminuer la hauteur totale de la cuve. Donc le fait que le corps soit plus bas dans la cuve, ça aussi c'est bénéfique. En cas de LOCA, on a un volume d'eau au-dessus des assemblages qui est un peu supérieur, donc on va mettre un peu plus longtemps à dénoyer les assemblages combustibles. Donc tout ça, mais vous voyez, bien que le corps soit pareil, on a déjà des cuves qui sont différentes. Donc tout est différent dans le circuit primaire, y compris les tuyauteries, je n'y viendrai pas dans le détail, mais les tuyauteries primaires sont différents, n'ont pas les mêmes dimensions, les mêmes diamètres notamment, côté CNNC et côté CGN.
Donc ça, c'est notre image de la cuve, insertion de la cuve sur Fuchin, je crois. Oh, pardon, je suis allé un peu trop vite. Et si on regarde le corps lui-même, bien que le corps soit exactement le même, avec un 177 assemblages de 12 pieds, il n'est pas rigoureusement identique dans la mesure où le schéma de grappe associé à ce corps est différent côté CNNC et côté CGN. CNNC, on a 61 grappes et CGN, on a 68 grappes. Alors, si vous regardez dans le détail, vous verrez qu'on a les mêmes grappes de contrôle, les mêmes groupes de contrôle, mais au niveau des groupes d'arrêt, on a 8 grappes en plus côté CGN. Donc voilà, déjà sur cette partie primaire, si on voulait résumer, moi, l'impression que j'en tire, c'est qu'on a côté CNNC une approche qui reste assez proche de l'approche qu'on pouvait avoir pour les réacteurs de deuxième génération, dans la conception des composants primaires qui sont dimensionnés pour évacuer la puissance qui a été prescrite, qui a été dimensionnée, conçue. Côté CGN, on a une approche de conception qui est plus proche de ce qu'on fait maintenant sur les modèles de troisième génération et de ce qu'on a fait nous sur l'EPR, par exemple, c'est de surdimensionner les composants de façon à dégager plus de marge. Et ça, c'est ce qu'on voit vraiment cette différence entre les deux approches. Donc, quelque chose qui ressemble plus à de la deuxième génération dans l'approche de conception côté CNNC et plus à de la troisième génération dans l'approche du côté de CGN. Si on regarde maintenant l'aspect système de sauvegarde. Système de sauvegarde et aussi on verra les systèmes accidents graves. Des deux côtés, on va avoir un mix entre des systèmes actifs et des systèmes passifs, avec pour les systèmes passifs une approche qui est calquée sur ce qui est proposé sur les VVER maintenant. Et pour la gestion des accidents graves, les deux concepteurs vont faire le choix de ce qu'on appelle la rétention du corium en cuve avec refroidissement externe de la cuve, qui est la solution qui a été mise en place sur la P1000 de Westinghouse. Maintenant, on va regarder un peu plus dans le détail de ces systèmes de sauvegarde. Alors, système de sauvegarde, un mixte entre des systèmes actifs et des systèmes passifs. Côté système actif, pour CNNC, on a regardé exactement la même configuration que les systèmes de sauvegarde du CPR1000, c'est-à-dire du 900 français, c'est-à-dire configuration de deuxième génération avec 2 trains et des barilets pour alimenter les 3 boucles de notre circuit primaire. Côté CGN, par contre, on a fait évoluer ces systèmes actifs vers des systèmes à 3 trains indépendants. C'est un peu la même chose que ce qu'on avait fait quand on avait conçu ATME 1. Donc ça vaut pour les systèmes d'injection de sécurité, mais également pour les systèmes d'alimentation de secours des générateurs de vapeur. Ici, on voit sur la SG, donc côté CNNC, exactement le même système qu'on avait sur le CPR1000 avec 2 trains, avec dans chaque train une motopompe et une turbopompe, alors que sur CGN, on a 3 trains indépendants. Regardons maintenant ce qui se passe du côté des systèmes passifs. Le principal système passif, c'est le système d'évacuation de la puissance résiduelle. Donc ce système est composé d'un échangeur. Enfin, pour chaque générateur de vapeur, on va avoir un système d'échangeur placé dans une piscine qui se trouve, elle, sur le pourtour de l'enceinte externe, à l'extérieur de l'enceinte externe du réacteur, en altitude par rapport au GV, de façon à ce que, en cas de perte de l'alimentation de secours normale, en cas de perte d'alimentation électrique par exemple, la vapeur produite par le GV est envoyée dans cet échangeur où elle vient se condenser et le condensat, plus lourd, vient réalimenter par gravité le générateur de vapeur. Donc,
en situation normale, la ligne vapeur est toujours ouverte et la ligne de retour du condensat est fermée. Donc, on a de l'eau froide dans les tubes GV et lorsqu'une situation accidentelle donc, est détectée, l'ouverture de la vanne sur la partie en aval de l'échangeur fait que par gravité, hein, l'eau qui est plus froide et plus dense qui se trouve dans les tubes de l'échangeur va venir alimenter le GV et est remplacée par de la vapeur qui elle-même va condenser et on a une circulation naturelle qui se met en place et qui réalimente ainsi le générateur de vapeur au secondaire par la vapeur qui est produite. Maintenant, si on regarde un petit peu plus dans le détail ces systèmes, on voit que côté CNNC, on a des échangeurs qui font 15 MW, qui ont une puissance thermique de 15 MW par train, ce qui fait à peu près donc 45 MW au total, soit un peu plus de, pas loin de 1,5% de la puissance thermique nominale du réacteur, ce qui fait que ça veut dire qu'il faut attendre environ, après l'arrêt d'urgence, environ 20 minutes à une demi-heure pour que ces échangeurs soient à même d'évacuer la puissance qui est générée dans le corps. Et c'est pour ça, on voit que du côté de CNNC, on a rajouté ici 2 réservoirs d'appoint qui vont servir justement à faire l'appoint en eau dans le GV pendant la première phase de l'accident où on va perdre de l'inventaire en eau dans le GV parce que justement, les échangeurs ne sont pas suffisamment puissants pour évacuer toute la puissance qui est en sortie du GV. Donc, on va perdre de l'inventaire en eau côté GV dans un premier temps. Donc, on a ces 2 réservoirs d'appoint qui servent à faire l'appoint en eau. Côté CGN, on a des échangeurs qui sont plus puissants. Donc, ça fait à peu près 60 MW. Donc, on en arrive à peu près à 2% de la puissance nominale du réacteur. Donc, ça permet d'atteindre l'efficacité de ces échangeurs un peu plus tôt. Et d'autre part, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des GV qui sont plus gros. Donc, un volume d'eau qui est plus gros dans le GV, au niveau du secondaire, et donc ce qui permet d'avoir un temps plus long avant que le GV ne s'assèche. Et de ce fait-là, dans la conception CGN, il n'y a pas ces réservoirs d'appoint. On attend juste le GV, on permet au GV de se vider un peu, mais il reste suffisamment plein pour qu'ensuite on puisse évacuer la puissance résiduelle par ces échangeurs-là. Donc, vous voyez, encore une autre différence entre les 2 modèles, différence de conception. Le deuxième système passif qui existe, alors lui qui n'existe que sur la version de CNNC, c'est un système passif de refroidissement de l'enceinte. Donc, c'est un système de type, ce qu'on appelle le wall condenser, avec des échangeurs qui sont répartis sur la surface interne de l'enceinte interne et qui sont connectés de la même façon aux piscines qui se retrouvent à l'extérieur du bâtiment réacteur. Donc, en cas d'augmentation de la pression de la température à l'intérieur de l'enceinte, la vapeur chaude qui est générée dans l'enceinte vient échauffer l'eau dans ces échangeurs qui va être portée à ébullition. Les bulles vont venir barboter dans la piscine et être remplacées par de l'eau froide de la piscine. Et on a également une circulation naturelle qui se met en place. Et tout ça, tous ces systèmes, ils vont marcher, ils vont fonctionner tant qu'on a de l'eau dans ces piscines externes. Et là encore, je ne sais plus si j'ai un slide qui le dit après ou pas, mais là encore, on a des différences de conception, je l'avais peut-être dit, oui, on le voit ici. La piscine externe, elle fait 2700 m3 côté CNNC et un peu plus de 3000 m3, enfin entre 3000 m3 utilisables sur 4000 m3 de volume de la piscine côté CGN. Donc encore des différences significatives. Donc, pour résumer sur les systèmes de sauvegarde, dans les 2 cas, on a un mixte de systèmes actifs plus passifs. Côté CGN, on a des systèmes actifs qui sont boostés à un niveau, on va dire Gen 3, avec 3 trains indépendants, et des systèmes passifs qui viennent en backup uniquement pour les accidents de type deck A ou deck B, donc des accidents au-delà des accidents de dimensionnement classique. Côté CNNC,
on a des systèmes actifs à 2 trains avec barillet. Et dans ce cas-là, les systèmes passifs vont intervenir parfois même sur des accidents de conception. Donc, ce n'est pas tout à fait la même philosophie. On a moins de séparation entre les différents niveaux de défense en profondeur. Passons maintenant, je surveille l'heure, ça va, au système de gestion des accidents graves. Alors, pour ce qui est de la gestion des accidents graves, je vous l'ai dit, la philosophie qui a été retenue, c'est la philosophie de rétention du corium en cuve avec refroidissement de la cuve par l'extérieur. C'est exactement ce qui a été mis en place sur la P1000 de Westinghouse. Donc, au passage, vous voyez que pour concevoir chacun de ces deux modèles, on part d'une technologie du CPA 1000, donc du 900 français. On y rajoute des éléments de technologie russe, qui sont tout ce qui est les systèmes passifs, et des éléments de la technologie de la P1000 pour ce qui est de la gestion des accidents graves. Donc là, pour gérer l'accident grave, on a l'idée, c'est de refroidir la cuve pour pouvoir maintenir le corium à l'intérieur de la cuve et ainsi préserver la seconde barrière de confinement. Pour faire cela, pour refroidir la cuve, on va mettre en place une circulation d'eau entre le calorifuge, ici, et la paroi de la cuve. Donc, cet espace annulaire entre le calorifuge et la paroi de la cuve, dans un premier temps, il va être alimenté par une piscine qui se trouve à l'intérieur du bâtiment réacteur et en altitude par rapport au puits de cuve du réacteur. Donc là, on a une deuxième piscine. On a bien la même piscine qu'on peut avoir sur l'EPR, ce qu'on appelle l'IRWST, qui est la piscine qu'on trouve au fond de l'enceinte et qui va servir pour les systèmes de sauvegarde actifs pour faire de l'injection de sécurité. Mais là, on a une deuxième piscine à l'intérieur de l'enceinte qui, cette fois-ci, est en altitude de façon à pouvoir venir alimenter par gravité, de façon passive, l'espace annulaire entre la cuve et le calorifuge. Et donc, dans ce cas-là, l'eau qui arrive ici par le bas entre en ébullition et est remplacée par de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans cette piscine. Et après, on a un système actif qui, dans la deuxième phase de l'accident, va prendre le relais pour alimenter en eau toujours cet espace annulaire et venir refroidir l'extérieur de la paroi de la cuve. Vous voyez ici d'ailleurs une figure où on voit bien au fond le calorifuge métallique de la cuve et la cuve qui est en train d'être insérée justement à l'intérieur de son calorifuge. Et donc c'est entre ces deux parois, la paroi de la cuve et la paroi du calorifuge, que va circuler cette eau. Vous noterez également que la paroi de la cuve, comme pour la P1000, est en métal brut. On n'a pas de revêtement sur cette paroi, justement pour favoriser l'échange de température entre l'eau et la cuve et évacuer les calories de façon plus efficace. Alors, encore une fois, si on regarde dans le détail, on voit que du côté de CNNC, le réservoir ici qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte, il fait pratiquement 2000 m3. Donc, on va être capable d'alimenter de façon passive pendant un temps relativement long ce système de refroidissement de la cuve, pardon. Et par ailleurs, on va pouvoir également utiliser le système de refroidissement passif de l'enceinte en redirigeant la vapeur qui se condense sur les parois de ces échangeurs dans ce réservoir de façon à pouvoir réutiliser une partie de l'eau. Après, je ne connais pas l'efficacité du système. Et on a toujours ensuite, pour la gestion à long terme de l'accident, donc la partie active du système. Côté CGN, on n'a pas donc les échangeurs, le système de refroidissement passif de l'enceinte. Par contre, on a un système, donc on a un réservoir ici, on voit qui est plus petit, 750 m3,
Et on a un système, comme on a sur l'EPR, d'aspersion de l'enceinte pour faire baisser la pression dans l'enceinte, qui est un système dédié accident grave. Alors que sur la conception de CNNC, on a également un système d'aspersion d'enceinte, mais qui est un système pour la gestion des accidents classiques, donc pour la gestion des accidents de dimensionnement. Alors que le modèle de CGN a fait le même choix que sur l'EPR. Pour les accidents de dimensionnement, le volume d'enceinte est suffisant et l'enceinte est dimensionnée de façon suffisante pour que l'accident le plus dimensionnant ne conduise pas à une augmentation de la pression supérieure à la pression de dimensionnement de l'enceinte. Donc encore, vous voyez des différences. Donc forcément, je vous l'ai montré, donc on a un circuit primaire qui est le même, mais des systèmes de sauvegarde qui sont quand même sensiblement différents, avec d'un côté 2 trains actifs, 3 trains de l'autre côté, des systèmes passifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Cela, ça a une répercussion sur les bâtiments de la centrale. Et vous voyez qu'on a un plan de la centrale qui est différent entre la version CNNC à gauche et la version de CGN à droite. On a le bâtiment réacteur. Donc, les deux, j'ai essayé de faire les deux schémas à peu près à l'échelle, à la même échelle. Donc, les bâtiments réacteurs font à peu près la même dimension. En vert, ce que vous voyez, ce sont les bâtiments de sauvegarde. Donc, 2 bâtiments de sauvegarde pour CNNC et 3 bâtiments de sauvegarde ici, côté CGN. Ce que j'ai passé en gras, en rouge ici, ce sont les bâtiments qui sont munis d'une coque avion, comme sur l'EPR. Donc, bien sûr, on a la double enceinte du bâtiment réacteur. Côté CNNC, on a le bâtiment combustible qui est sous une double coque, sur une coque avion, et le bâtiment des auxiliaires électriques qui va abriter aussi la salle de commande. Côté CGN, on a bien sûr le bâtiment combustible également et un des 3 bâtiments de sauvegarde, un peu comme sur la même philosophie que sur l'EPR, qui va être protégé par cette coque avion. Le bâtiment, d'ailleurs, qui abrite également lui-même aussi la salle de commande de la centrale. Donc, vous voyez des plans masse qui sont assez différents entre ces 2 réacteurs. Quelques images ici, donc à gauche de la centrale de Fuchin, qui est maintenant en service, et de celle de Fangchenggang sur la partie droite de l'image, qui est dans un état plus avancé que ce qu'on peut voir sur l'image actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire et à conclure, effectivement. Donc, moi, la vision que j'en ai finalement et que j'en tire quand je regarde les modèles chinois tels que je vous les ai présentés, tels que je les ai compris à partir de ça, c'est qu'on a donc à partir d'une même technologie française et en ajoutant des briques technologiques françaises pour ce qui est de la double enceinte, américaine pour ce qui est de système de gestion des accidents graves et puis russe pour ce qui est des systèmes de sauvegarde passifs, on obtient 2 modèles avec 100% chinois. C'est ainsi que les Chinois les qualifient, en tout cas. D'un côté, le modèle CNNC, je dirais, qui est avec une base classique, plus classique, Gen 2, donc de deuxième génération, sur laquelle on va greffer en plus des systèmes passifs et des améliorations pour améliorer la sûreté d'ensemble et le porter à un niveau de sûreté de 3e génération. Et côté CGN, on a commencé déjà à upgrader le CPR 1000 en lui-même, en boostant, donc en upgradant les systèmes actifs déjà de sûreté, plus la conception des composants. Vous avez vu qu'on a des composants qui sont assez différents, assez largement dimensionnés, et on a rajouté aussi des systèmes passifs et les systèmes de protection contre les agressions externes. Mon impression, c'est qu'on a un modèle qui va être, ces 2 vrais modèles de 3e génération. Il ne faut pas se leurrer, c'est vrai.
Mais d'un côté, on va avoir un modèle qui est certainement un peu moins cher, hein, celui de CNNC, parce qu'il a quand même des composants qui sont plus proches des composants classiques et déjà que les Chinois maîtrisent bien sur le CPR1000. Et de l'autre côté, un modèle CGN, certainement plus cher, avec plus de risques au niveau des composants. Hein, on a plus augmenté la taille des composants, mais qui peut peut-être plus plaire à des autorités de sûreté occidentales plus exigeantes, on va dire. On voit d'ailleurs que c'est ce modèle-là qui est proposé par les Chinois au Royaume-Uni. Mais néanmoins, deux modèles de troisième génération qui sont en cours de déploiement en Chine pour les deux. Le modèle de CNNC est également en construction donc au Pakistan. Et CGN espère bien pouvoir construire prochainement sa version au Royaume-Uni. Et puis, les deux ont des prospects dans d'autres régions du monde. Alors, tout ça, c'est la vision des choses telle que je l'ai à cet instant donné. J'ai vu que récemment, je ne dis pas que les choses sont figées ainsi. Ça peut encore évoluer. L'État chinois pousse encore pour aller plus loin dans l'intégration des deux modèles, dans la convergence des deux modèles. On commence à voir des publications qui sont non plus des publications de CGN ou de CNNC, mais des publications de la Hualong Company, où là, on commence à voir des caractéristiques un peu différentes. Le corps toujours à 177 assemblages, mais on voit par exemple 69 grappes, c'est plus 61 comme CNNC ou 68 par CGN, mais 69. Et il y aura peut-être d'autres éléments de convergence qui vont venir dans le futur, ça je ne sais pas dire. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec ma présentation et je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Eh ben, écoute, merci Jean-Luc, c'était très très bien, très belle présentation, très synthétique. Qui nous a permis de découvrir non pas ce Hualong One, mais ces deux modèles Hualong One. Mais c'était surtout ça mon message, c'est que pour l'instant, il n'y a pas un Hualong One, mais deux. Eh ben, écoute, je rebondis en fait sur les questions. Il y a eu pas mal de questions sur l'onglet QNR et du coup, je vais essayer de te les proposer en les synthétisant. Donc d'abord, il y a une première question qui porte un peu sur l'antagonisme en quelque sorte, Hualong One versus AP1000. Et donc derrière ça se cache, est-ce qu'il y a des avantages économiques du Hualong One vis-à-vis de la P1000? Il y en a qui te disent que effectivement, Westing a transféré la technologie aux Chinois. Donc finalement, pourquoi ne pas partir sur la P1000? Y a-t-il des problèmes sur la P1000? Voilà. Donc c'est un peu globalement les problèmes sur la P1000. On a tous vu que la P1000 ça n'a pas été aussi le PR non plus, mais la P1000 ça n'a pas été aussi simple que prévu de le construire en Chine. Et puis la P1000, c'est quand même si les Chinois ont le droit de le construire en Chine, ça reste un modèle américain que les Chinois n'ont pas le droit d'exporter. C'est pour ça qu'ils font le cap 1400. Mais bon, si on écoute les Chinois, oui, la P1000 est plus chère à construire. La P1000 et l'EPR, c'est des niveaux de prix qui sont à peu près équivalents, alors que le Hualong est moins cher. Et surtout celui de CNNC, hein, ça je pense qu'on voit bien hein, que le Hualong de CNNC est plus proche de ce qui existait sur les générations 2. Et on est pour preuve que la construction du modèle CNNC est allée beaucoup plus vite hein, que celle du modèle de CGN qui ont débuté presque en même temps. Alors que sur le modèle de CGN, c'est pareil, hein, on a des composants qui ont été largement revus, redimensionnés et peut-être plus de difficultés. Hein. Bon, dans la réalité de ce qui se passe en Chine, on ne connaît pas grand-chose, mais ça laisse entrevoir ça. Ouais. Et donc, du coup, le Hualong One, il serait destiné à un marché export seulement? Lequel tu veux dire, celui de CGN? Celui de CGN, oui. Non, parce que je pense que CGN aura accord de construire en Chine son propre modèle, de même que CNNC va construire son propre modèle en Chine. Donc en Chine, on risque de voir encore les deux. Par contre, ce qui se passe en Chine, ce qu'on voit se passer en Chine, c'est que les constructions qui avaient été prévues pour des AP1000 basculent sur des Hualong. Ça, c'est une réalité actuelle.
Alors, on a le troisième acteur chinois qui est SNPTC qui essaye encore de vendre son modèle qui est ce qu'on appelle le CAP 1400 qui est un AP1000 boosté à 1400 MW. Alors la raison c'est que Westinghouse a vendu la technologie de l'AP1000 aux Chinois pour construire des AP1000 en Chine, mais pour l'export, ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent utiliser la technologie que pour avoir la pleine propriété de la technologie que pour un réacteur d'une puissance supérieure à 1350 MW. C'est pour ça qu'ils essayent. Mais si on regarde après, historiquement, ça fait depuis 2014 qu'on nous dit que le premier béton est prêt à être coulé et on est, vous voyez, en 2021, il n'a toujours pas été coulé. Ça fait écho à des questions aussi, à des commentaires qui sont pas mal revenus. Hein. Donc, globalement, les gens ils disent que la Chine s'est bien servie des technologies occidentales et russes. En termes de transfert technologique, déjà, est-ce que tu peux nous faire une synthèse des apports de l'AP1000 et du VVER vers le Hualong? Tu en as pas mal parlé, mais est-ce que peut-être il y a matière à synthétiser? Et potentiellement aussi le transfert de technologie possible vers EPR2. Il y a des questions dans ce sens qui arrivent. Alors, vers EPR2, je saurais moins dire parce que je ne connais pas encore trop l'EPR2, mais côté AP1000, c'est clair que ce qui est surtout utilisé, c'est le dispositif de gestion des accidents graves avec rétention du corium en cuve. Donc, c'est intéressant, hein, la rétention du corium en cuve, c'est séduisant parce qu'on garde les deux barrières de confinement. Après, pour que ça soit vraiment accepté, il faut être sûr qu'il n'y a pas de risque résiduel de rupture de la cuve. Et ça, avec la rétention du corium en cuve, on ne sait pas le garantir. Donc là, il faut avoir une approche plus anglo-saxonne où on se dit que le risque résiduel est suffisamment faible pour qu'on l'accepte, ce qui ne passerait pas en France, par exemple. Côté VVER, c'est vraiment les systèmes passifs. Hein. Le système d'évacuation de la chaleur résiduelle par les GV et le système de refroidissement de l'enceinte, hein, ces deux systèmes qui sont sur le VVER, notamment la conception de Saint-Pétersbourg. Et les Chinois ont eu accès à cette technologie, hein, puisque le VVER qui est construit à Tianwan, même s'il n'intègre pas les systèmes passifs, les Chinois ne l'ont pas retenu à l'époque de l'appel d'offres, mais cela avait été proposé par les Russes à cette époque-là. Donc, ils ont eu connaissance de ces systèmes. Et côté EPR, hein, typiquement, c'est la double enceinte de l'EPR, tout ça. Sur le modèle de CNNC, la double enceinte du Hualong CNNC a exactement les mêmes dimensions de celle de l'EPR. Même diamètre, même épaisseur de chacune des enceintes. Une question un peu plus large qui arrive concernant la construction en France versus en Chine. Donc, notamment, est-ce que tu peux donner quelques éclairages sur la relation aux autorités de sûreté, la durée de construction, la redondance des composants, tout en double ou pas? La relation, c'est compliqué. Oui, c'est large comme question, hein, donc je te laisse prendre un axe. En fait, on a l'impression que les relations avec l'autorité de sûreté sont quand même plus simples en Chine, dans la mesure où, on voit bien, on l'a vu autant sur la P1000, ça s'est vu sur chacun des modèles, autant sur l'EPR, la P1000 et maintenant les Hualong, quand il y a des problèmes sur le chantier, l'instruction se fait en même temps que le chantier continue à avancer. Quelque chose qui, en France, dès qu'il y a un souci, on arrête tout, on instruit le problème et puis on redémarre le chantier. Donc, ça n'a pas les mêmes impacts en termes de durée de construction après sur le chantier. On ne va pas dire que l'autorité chinoise est plus laxiste, je ne pense pas. Elle est certainement plus teintée NRC. Hein. Enfin, elle est teintée elle a des deux côtés, quoi. Hein. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs assez amusant. Sur le Hualong, on a certains composants qui sont, la plupart même, qui sont RCCM, donc le code de conception français, mais certains sont ASME aussi. Donc c'est un mélange, hein, côté chinois. Le gros avantage des Chinois, c'est qu'ils construisent des réacteurs depuis longtemps sans s'être arrêtés et qu'ils ont toute une infrastructure, en fait, toute la chaîne de construction qui est en place et bien rodée, quoi.
Donc là, ils n'essuient pas de plâtre, tout va bien. Et peut-être c'est, ça je dis peut-être parce que j'en ai pas de certitude, mais c'est peut-être ce qui explique la différence entre le Wallong de CNNC et celui de CGN. Il y a peut-être plus de difficultés à fabriquer les composants de CGN qui sont différents, qui sont plus largement différents de ceux de CNNC par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent en Chine. En lien avec le licensing, côté Royaume-Uni, qu'est-ce que tu peux nous dire sur parce que tu as des éléments sur l'avancement de la certification du Wallong Alors là, mes collègues d'OF qui sont là, qui j'espère écoutent, sont peut-être plus à même que moi de répondre, mais ça semble se passer plutôt bien. Enfin, vous savez tous que ça se fait avec aussi l'aide, le support d'EDF, cette certification du Wallong au Royaume-Uni. Donc là, on est dans la dernière phase de certification, hein, et donc il reste des points en suspens, mais il n'y a pas de point bloquant. Ça verra le. On ira jusqu'au bout. Okay. Tu as quelques questions aussi qui arrivent sur les caractéristiques techniques de ces Wallong. On parle de taux de localisation, on parle de type de combustible, est-ce que c'est MOX sable ou pas. On parle de niveau de puissance maxi de chacun des modèles. Des informations sur des évaluations de sûreté. Oui. Alors, sur les niveaux de puissance, bon, ils sont vendus tous les deux pour une puissance autour de 1100 MW, une puissance un peu supérieure côté CGN avec 1150 MW. Alors, on l'a vu, les composants sont plus largement dimensionnés, les pompes ont un débit supérieur, donc on doit pouvoir accommoder une puissance plus grande côté CGN. Pour l'instant, il y a une différence de 50 MW entre les deux modèles. Bon, peut-être qu'en Chine, ils voudront en consommer une partie pour justement augmenter la puissance. Je pense qu'elle est plutôt utilisée pour dégager des marges de sûreté pour l'export notamment. Après, je ne me rappelle plus la question qu'il y avait. En fait, il y a pas mal de questions. Donc, sur le combustible, est-ce que le Wallong One peut être MOX-able ou pas? Alors, ils sont conçus pour être MOX-ables, les deux. Certainement, on voit que la version CGN, avec quand même pour l'instant 7 grappes en plus, sera plus facilement MOX-able. Il semble que dans la version finale, il y aurait convergé, il y aurait plus de grappes aussi, donc plus facilement MOX-able. Pour ce qui est du combustible, pour l'instant, les deux réacteurs, enfin, alors celui de Fuchin qui a déjà démarré et celui de Fangjiangang qui va démarrer, vont démarrer avec du M5, donc du combustible de conception française, hein, même s'il est produit en Chine. Les côtés CNNC sont plus proches, je pense, d'avoir leur propre combustible, ce qu'ils appellent CF3. Et côté CGN, ils ont aussi leur propre combustible en cours de développement, mais je pense que là, ils sont un peu plus loin de l'avoir, de pouvoir le mettre, de pouvoir charger. Et sur les évaluations de sûreté, tu as quelques éléments non, sur les évaluations de sûreté en Chine, on n'a aucun élément. D'accord. Malheureusement. Il y a une question qui ressort sur les deux modèles, là, CNNC, CGN. Est-ce qu'on a un ordre de la différence de prix qui existerait entre les deux? Non. Non, parce que sur l'absolu, ils se vantent, et dans la publicité que chacun en fait, ils sont sur les mêmes ordres de grandeur, de niveau de prix. Ils sont à 2250 euros du kilowatt installé, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Concernant les futurs projets à l'export pour le Wallong, donc on a vu qu'il y avait UK évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans le tuyau? Que ce soit CGN ou CNNC. Oui, il y a des discussions donc, avec l'Argentine, il y a donc bon, Pakistan côté CNNC, il y a toujours. CGN va essayer de se placer de plus en plus, hein, je pense, sur des
des appels d'offres, de même que CNNC. J'ai l'impression que, alors ça c'est vraiment mon impression et elle est peut-être pas valable, hein, j'en sais rien, que le modèle de CGN va essayer de se placer dans tout ce qui est des appels d'offres niveau occidental, on va dire, et que CNNC, ils ont plus l'air d'essayer de pénétrer le marché sur une approche en gré à gré. Mais c'est une impression sur la situation actuelle. Hein. Ok, Jean-Luc, merci. Merci pour toutes ces réponses. Donc, on arrive à 5 minutes de l'heure fatidique, donc de 13 heures. Je vais peut-être te laisser conclure, peut-être par un petit mot, et je dirai un petit mot après toi, Jean-Luc. Bah, écoutez, pour conclure, hein, c'est déjà merci de m'avoir donné la parole hein, et de pouvoir d'avoir pu partager avec vous ce que je connaissais sur ces modèles chinois. Ce qu'on peut voir, hein, c'est quand même que la Chine avance. Et ils ont le gros avantage, c'est qu'ils construisent chez eux. Hein, donc ça, c'est quand même, on voit, c'est un avantage considérable. Malgré tout, on voit qu'ils ne maîtrisent pas encore complètement toutes les briques technologiques, notamment pour ce qui est des pompes, on voit qu'ils les développent à travers des JV. Pour ce qui est des GV aussi, hein, on a vu que c'était BWXT qui fournissait les premiers JV de Fujian, par exemple. Donc, même s'ils se vantent d'être tout proches et puis d'avoir un taux de localisation très élevé, bon, c'est des modèles qui sont de plus en plus chinois, de plus en plus sinisés, mais ils restent encore fortement teintés de technologie occidentale. Par contre, les Chinois avancent comme un seul homme, et c'est ce qu'il faut qu'on retienne peut-être nous aussi en France, hein, c'est avancer ensemble pour avancer de façon efficace et garantir notre pérennité. Voilà. Merci Jean-Luc, merci pour cette excellente présentation, pour les réponses pertinentes. Merci à tous. Moi, je vous souhaitais juste remercier tout le monde chaleureusement pour la présence déjà dans un contexte pas facile, hein, donc en confinement en France en tout cas. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'animation de ce webinaire, aux échanges. Merci à l'ASFEN d'avoir accompagné le montage de l'événement, Thomas qui a assuré la logistique, toujours présent. Petit rendez-vous à ne pas manquer, donc le 23 novembre prochain, au sein de la section Technique 7, on organise une journée technique. Et en fait, on espère la tenir en présentiel ce coup-ci. Hein, et donc, elle va porter sur le nucléaire, globalement dans la transition, comme vecteur de transition énergétique. Donc, on est en train de travailler dur pour proposer un contenu de qualité et on espère effectivement tenir cet événement à Paris avec vous tous. Donc d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt et au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde. Bonne journée.